Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif. Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Avec vous, Laurent Legendre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe à la métropole qui s'appelle Métropole Insoumise, résiliente et solidaire. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce nom et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce nom, il a effectivement un sens bien particulier. D'abord parce que on se revendique et nous sommes des militants et des élus de la France insoumise. Mais les deux mots résilient et solidaire que nous avons rajoutés dans une volonté d'ouvrir plus largement à tous ceux qui peuvent se reconnaître dans une gauche radicale. Et la résilience en particulier, on l'a choisi pour faire un écho aux villes en transition, qui est un mouvement associatif duquel je viens. Ville en transition qui, dès 2005 en Angleterre, essayait de faire passer le message qu'il fallait sortir des énergies fossiles et que c'était un travail qui à la fois allait être positif pour l'économie, mais aussi pour le climat. Alors en fait, vous êtes à la fois insoumis, mais un peu écolo. Alors oui, nous on se définit de toute façon comme un mouvement écologiste. La France insoumise, dès 2017, son programme présidentiel et législatif de 2017 avait un triptyque écologie, sociale et démocratie avec la 6e République. Donc oui, moi je me considère écologique, mais je suis très très bien à la France insoumise. On va discuter de ça, on va découvrir un petit peu votre parcours, votre engagement, puisque vous avez beau être un président de groupe, c'est vrai que par rapport à votre position, c'est pas toujours facile. On voit plus souvent ce que j'ai avec vous, les vice-présidents en charge d'une délégation. Et puis c'est aussi intéressant de découvrir le pourquoi de votre engagement. On commence, vous le savez toujours, par une question d'actualité, qui est une question qui est revenue et qui a fait beaucoup parler sur la fresque des Lyonnais, vous savez, là où il y a un certain nombre de personnalités représentées. On vient hier, vendredi, d'effacer définitivement l'abbé Pierre. La question, elle n'est pas de simplement rentrer dans l'histoire, mais quand on a comme ça une figure qui a pris de la place, qui est née dans une commune, qui a une œuvre derrière lui, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que responsable politique ? Est-ce qu'on doit, séparer l'homme de l'artiste, comme on dit, ou est-ce qu'il faut effectivement effacer ? Et comment est-ce qu'on prend le risque de enlever ce qu'il a fait aussi de positif ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, c'est important, malgré tout, de faire ce travail de retour en arrière et que les collectifs, les victimes, ceux qui ont été victimes de toutes ces violences, puissent trouver un écho en fait public pour transformer toutes ces violences faites aux femmes. Donc moi, je suis plutôt vraiment favorable à l'action qui a été menée. Ça me paraît très utile parce que en fait aujourd'hui encore en 2024, on n'est pas du tout sorti, au contraire, des violences faites aux femmes. Je ne vais pas énoncer ici, je dirais une bêtise, le nombre de féminicides encore qui ont eu lieu en 2024. Plus en général, la relation entre les hommes et les femmes qui est malheureusement encore trop souvent basée sur les questions de domination. Et du coup, ça met de côté l'ensemble de l'œuvre, tout ce qu'il a fait avec Emmaüs, etc. Du coup, est-ce que c'est pas perdre un peu le sens de l'action ou jeter l'opprobre aussi, y compris sur un mouvement ? Oui, je comprends. Après, j'essaie de penser à un parallèle avec quelqu'un qui serait vivant aujourd'hui comme Nicolas Hulot, qui est un peu dans la même situation, même s'il y a des présomptions d'innocence aujourd'hui, on a des figures quand même médiatiques, nationales. Je pense aussi à Patrick Poivre d'Arvor, des gens qui sont en fait aujourd'hui en dehors de peine, alors qu'il y a des forts soupçons de violences faites sur les femmes. Et donc moi, je pense très utile et très important que ce travail continue d'être mené et que ça n'empêche pas, au contraire, de valoriser le travail qui est fait aujourd'hui par des militants sur le sans-abrisme, sur la lutte contre la pauvreté. Parce qu'en fait, ce travail-là, il n'est pas du passé, il est présent. Il y a des gens présents aujourd'hui qui incarnent cette lutte contre la grande pauvreté et c'est eux qu'il faut mettre en avant. Est-ce que c'est pas aussi peut-être, parce qu'on parle de l'abbé Pierre, on parle du sergent Blandan, on parle d'un certain nombre de personnes comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que c'est aussi un argument qu'on entend quand on voit Trump ou peut-être à l'extrême droite, etc., sur ce qu'on appelle un peu le wokisme ou cette façon de revisiter l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part de se dire, parfois il faudrait peut-être juste expliquer le contexte, etc. Vous voyez ce que je veux dire, de ce que ça peut emmener ou de quoi on pourrait vous accuser, entre guillemets. Oui, je comprends. Après, il y a une bataille culturelle en fait à mener sur ces éléments-là. Vous avez cité un nom. Moi, je pense aussi à la rue Bugeaud, qui fait l'objet de travaux actuellement. C'est le cas donc pour tous les noms de rues, pour les noms d'établissements. Et du coup, tout ça se joue à la fois
dans les instances des collectivités auxquelles j'appartiens, que ce soit la métropole ou la ville de Villeurbanne, la ville de Lyon le fait aussi, et que ces instances-là, elles sont à la main des élus, mais il faut aussi qu'elles soient dans un dialogue avec des instances habitantes. On peut avoir des jurys citoyens, des collectifs d'habitants qui travaillent autour de ces questions-là pour qu'on fasse pas d'erreur, quoi, qu'on essaye collectivement en fait d'avoir une approche sur le sujet. Alors vous faites parler de vous aussi, je le disais, dans une actualité, je vais dire au sein de votre mouvement à Lyon, puisque vous venez de lancer, alors je ne sais pas si c'est une pétition, c'est ça, qui invite à taxer les 10 milliardaires lyonnais. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans une forme de caricature qu'on pourrait vous reprocher? C'est pourquoi s'en prendre encore milliardaires? Pourquoi peut-être stigmatiser un certain nombre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui ont apporté, etc. Qu'est-ce que vous avez contre les milliardaires? Alors, du coup, merci de me donner le temps d'expliquer cette proposition et pourquoi, justement, spécifiquement parler des milliardaires et que je les mets pas du tout dans le même panier que des chefs d'entreprise ou des dirigeants de PME. Vraiment, les milliardaires sont une espèce particulière au sein des êtres humains. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, si vous connaissez la différence entre 1 million de secondes et 1 milliard de secondes, pour donner un ordre de... Voilà. 1 million de secondes, c'est 11 jours, et 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. En fait, on a du mal à se représenter ces ordres de grandeur. Et spécifiquement aujourd'hui, pourquoi on va sur le sujet financier et la question d'un manque de recettes de nos collectivités? C'est parce que cette actualité nationale, dont tout le monde parle, d'un budget de l'État qui, on ne sait pas s'il va être voté par 49.3 ou pas, ou si c'est un autre budget qui sera discuté début 2025. En tout cas, c'est un budget qui va impacter le budget de la métropole. Exactement, parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas quelles vont être les dotations de l'État à la collectivité de la métropole de Lyon. Donc en fait, on ne sait pas comment monter notre budget 2025 pour financer nos politiques publiques. Politique publique, c'est vraiment les services du quotidien. Bien sûr, c'est la collecte des déchets, bien sûr, c'est la question de l'eau potable, mais ça va être aussi toutes nos politiques de solidarité, les allocations pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, le RSA, le revenu de solidarité jeunesse que nous avons mis en œuvre avec les écologistes et tous les partenaires du nouveau Front populaire. Mais donc toutes ces politiques-là, elles sont aujourd'hui mises en danger par l'État qui fait un choix de ne pas aller chercher des recettes là où elles sont, c'est-à-dire chez les milliardaires. Donc je reviens sur mes milliardaires parce que c'est bien ça la porte d'entrée. Depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de milliardaires en France. Ces milliardaires sont de plus en plus riches et ça n'a pas d'effet sur l'emploi. Ça n'a pas d'effet parce qu'il y a un effet de délocalisation et un effet d'accumulation. Et à notre sens, notre lecture politique, c'est qu'il y a un lien direct entre le fait qu'il y ait de plus en plus de riches et le fait qu'il y ait de plus en plus de pauvres. Et nous pensons que reprendre une partie, alors notre proposition, elle est pas confiscatoire, hein. On dit qu'on prend 1% de leur patrimoine au-dessus de 1 milliard pour le donner aux collectivités locales. Et rien qu'avec ça, on aurait 100 millions de recettes en 2025. Et ça résout tous nos problèmes de tension budgétaire. Ces milliardaires, l'argent, alors certains l'ont gagné parce que c'est des grands capitaines d'industrie, parce qu'ils ont construit toute une histoire, etc. D'aucuns pourraient vous dire qu'ils participent déjà, ils ont des fondations, ils ont des œuvres, ils ont de l'emploi, ils contribuent déjà quelque part. Alors laissez-moi. Est-ce que c'est pas à leur prendre encore, hein? Eh ben, laissez-moi vous donner 2-3 arguments là-dessus. Les milliardaires, spécifiquement eux, ça c'est des études de l'Institut de politique publique récente, payent moins d'impôts que les autres, contribuent moins que les autres proportionnellement. Alors là, je parle pas des 1% les plus riches, hein. Je parle des 0,1% des plus riches. C'est assez net, en fait, sur les quelques personnes qui sont dans ce cas-là des milliardaires en France, ils vont payer 2 fois moins d'impôts que vous et moi en proportion de leur richesse. Donc déjà, il y a ce vrai problème. Et puis ensuite, la question de la manière dont ils créent de l'emploi ou comme si leur travail avait créé cette richesse, c'est souvent pas le cas, en fait. C'est souvent qu'ils ont plutôt réussi à capter la richesse produite par d'autres, ou alors des fois, ils en ont hérité. Et donc, nous, on considère vraiment que tant qu'il y aura des enfants à la rue, tant qu'il y aura des politiques de transition écologique à mener d'urgence pour s'adapter au réchauffement climatique, il est très important, en fait, que la collectivité reprenne une partie de leur patrimoine pour alimenter notre service public. Une dernière chose, parce que c'est un mouvement au niveau mondial, les milliardaires, c'est Trump, c'est Elon Musk,
Et les milliardaires aujourd'hui aux États-Unis, ils s'attaquent à la République, ils s'attaquent à l'État. Et donc c'est quelque chose que nous, on ne veut pas voir arriver en France, parce que leur but, c'est de tout privatiser et que le marché prenne la place du public. Eh bien, on reparlera de tout ça, et notamment de ceux auxquels vous pensez, et de plein d'autres sujets sur votre action au niveau de la métropole dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, toujours avec vous, Laurent Legendre. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Insoumis, Résiliente et Solidaire à la métropole. Vous êtes aussi tout récemment conseiller municipal, c'est ça, à Villeurbanne ? Oui. On était en train de parler, je vais dire, de votre engagement et de l'initiative que vous venez de prendre avant-hier, je crois, de taxer ces fameux 10 milliardaires lyonnais. Vous étiez en train de commencer à nous expliquer pourquoi c'est important, etc. Ma question, c'est qui est dans les 10 milliardaires, du coup, qui sont ces 10 milliardaires? Est-ce qu'ils ont réagi ou est-ce qu'ils en pensent quelque chose ou pas encore? Et quels sont les premiers échos de cette pétition? Alors, je voudrais dire déjà que cette proposition, on l'a fait, y compris parce qu'on a une légitimité démocratique à la faire. Je m'explique, c'est important. Dans le programme du nouveau Front populaire du mois de juillet 2024, donc qui a été victorieux aux législatives en partie au niveau national, mais en majorité absolue sur le Rhône, parce qu'aujourd'hui on a 7 députés sur le Rhône sur 14. Donc en fait, le nouveau Front populaire a la majorité absolue sur le Rhône. Et bien dans ce programme du nouveau Front populaire, il y avait un chapitre sur l'abolition des privilèges des milliardaires. Donc c'est pas qu'une lubie de Laurent Legendre ou du groupe Métropole Insoumise Résiliente et Solidaire. C'est écrit quelque part. Non seulement c'est écrit dans le programme du NFP, c'est partagé par tous les partenaires du nouveau Front populaire. Et ça a une logique, en fait, dans la manière dont on veut gouverner ce pays, c'est-à-dire gouverner par les besoins, en prenant les recettes là où les richesses se sont accumulées, sans qu'elles redescendent et sans qu'elles ruissellent sur les territoires. Donc vous me parlez ensuite des noms et des personnes qui sont concernées à Lyon. Notre premier milliardaire, c'est Alain Mérieux, 6 milliards d'euros de patrimoine. Puis ensuite, on a des personnes comme Norbert d'Entresangles, Christian Latouche, la famille Lescure, la famille Bahadourian, que des hommes de plus de 50 ans, des hommes blancs de plus de 50 ans. Là aussi, ça questionne comment est-ce que finalement on a un système patriarcal qui s'est installé comme un système économique, et encore une fois, qui ne produit pas d'emplois, qui ne produit pas nécessairement des richesses sur le territoire, qui au contraire peut favoriser des délocalisations et de l'évasion fiscale. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Et quels sont les premiers résultats de cette pétition, du coup? Alors, puisqu'on vient de la lancer là, imminemment, les résultats sont plutôt positifs. Il y a plutôt une compréhension, en fait, de ce qu'on est en train de faire, de la part des citoyens qui voient bien le lien direct. J'ai pas encore eu de coup de fil, des milliardaires. J'attends et je suis vraiment, moi, disposé à discuter débat, avec eux. D'ailleurs, effectivement, je suis vraiment prêt au débat en disant, je pense que moi, les 100 millions qu'on veut leur prendre avec cette taxe des 1%, je pense qu'ils seraient mieux utilisés pour l'intérêt général et le collectif que si c'est eux qui le dépensent et qui le gèrent. Voilà. Je veux bien avoir ce débat avec eux, c'est bien volontiers. Okay. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe là au niveau national, local, peut avoir une incidence au niveau national, puisqu'on va parler aussi un peu de politique tout à l'heure, mais juste parce que ça fait un lien, on est quand même sur des discussions budgétaires, sans que tout le monde soit expert de ces sujets. On comprend bien que peut-être qu'on manque un peu d'argent ou qu'on n'arrive pas à trouver l'argent nécessaire pour faire ce qu'il faudrait être fait, et peut-être qu'on peut discuter de ce qu'il faut être fait. Si jamais le gouvernement tombe, s'il y a une censure, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait le budget. Est-ce que vous pensez que c'est avec des solutions qui ont l'air comme ça un petit peu, entre guillemets, anecdotiques et peut-être moins structurantes qu'on va résoudre les problèmes de fond de la France aujourd'hui? Alors, il n'y aura pas que ça, évidemment, pour avoir un projet de société de cohésion sociale. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'ambition politique et le programme politique de la France insoumise et du nouveau Front populaire. C'est de gouverner par les besoins, partir des besoins à la fois sociaux, mais aussi sur la transition énergétique et la transition écologique. Et que en remplissant ces besoins, eh bien, on va créer des emplois. Donc, on va créer une activité qui va abonder des nouvelles recettes par l'État. On a besoin, je crois, de 400 000 maraîchers pour la transition agricole. On a besoin de relocaliser une partie de la production industrielle, la production de médicaments. On a besoin d'isoler les bâtiments de manière massive avec des emplois locaux, de gens qualifiés. Tout ça nécessite un investissement.
mais dans une perspective de long terme. Et donc c'est par cette mécanique-là aussi qu'on va aller générer des nouvelles recettes et une activité, pas que en s'en prenant à nos milliardaires actuels, même s'il faudra aussi le faire. Alors je sais que vous êtes président d'un groupe, vous êtes 4, donc c'est à la fois un petit groupe, mais vous me disiez un groupe du coup qui a une importance politique. Comment est-ce que vous vous situez dans la majorité du président Bruno Bernard? Vous êtes à côté, entendu, différent, move du coche, soutien. C'est quoi la position par rapport aux très gros groupes écologistes, notamment, par exemple? Alors, nous, on est dans la majorité métropolitaine depuis le début du mandat. On s'est inscrit là-dedans, mais encore plus aujourd'hui, puisque nous avons 2 vice-présidents dans l'exécutif aux côtés de Bruno Bernard, avec Florestan Groux sur le sport et la vie associative, et Laurence Boffet sur la question de la participation citoyenne. Donc nous sommes pleinement avec les écologistes, les socialistes, les communistes dans la majorité, et nous sommes fiers d'ailleurs d'un certain nombre de mesures que nous avons menées ensemble. La plus symbolique et importante, c'est la régie publique de l'eau, avec les premiers mètres cubes gratuits, la tarification sociale, qui est vraiment je trouve la mesure phare de ce mandat, même s'il y en a d'autres. Question du travail qu'on fait sur la végétalisation de la ville et la transformation du territoire au changement climatique est aussi important. La question de l'encadrement des loyers et de l'action qu'on peut mener sur le logement, avec la création d'une brigade du logement à la métropole qui va aller faire la police aux abus sur les Airbnb, aux abus sur les logements vacants et sur les logements insalubres. Oui, il y a un certain nombre de choses. On a donc participé. Solidaire et fier d'un certain nombre de choses dans le bilan. Mais du coup, comment est-ce que vous existez ou quelle est votre identité différenciante? Comment vous faites entendre votre voix et sur quel type de sujet, par exemple? Alors après, il y a quelques autres sujets sur lesquels, si c'était nous à la tête de la métropole, on ferait un peu différemment. Par exemple, sur la question peut-être de l'hébergement d'urgence notamment. Je pense que nous ferions différemment. Là aussi, on irait chercher des recettes pour mettre les gens à l'abri, parce qu'on pense que là aussi il faut remplir les besoins et que ensuite ça génère quelque chose de positif pour le territoire et pour la société. Là, vous faites allusion un peu à la polémique qu'il y avait eu cet été, notamment avec la métropole, le président Bruno Bernard qui s'était exprimé d'ailleurs, qui était revenu un peu en arrière pour refaire. Et moi j'ai le souvenir, quand je lui avais posé la question, il disait en gros je fais déjà beaucoup. On peut pas tout faire, il y a des limites, il faudrait que les autres le fassent aussi. Est-ce que ça, c'est entendable aussi quand on fait de la politique? C'est aussi choisir et arbitrer à un moment, même quand c'est difficile. Oui, mais par contre, le fait de pas le faire aujourd'hui, on se met nous-mêmes en difficulté, puisque d'un côté, la métropole, effectivement, reste sur son champ de compétences et n'a pas élargi les gens qu'elle accueille. Et du coup, on se retrouve à avoir des collectifs qui essayent de se mettre à l'abri dans des gymnases tant à la ville de Lyon qu'à la ville de Villeurbanne, et on se tire une balle dans le pied, puisque nous-mêmes, du coup, on doit ensuite, avec une autre casquette d'élu, faire le choix terrible qui a été fait par le maire de Villeurbanne et aussi parfois par le maire de Lyon, de remettre des jeunes à la rue sans solution. Donc il y a probablement quelque chose de beaucoup plus vertueux à faire sur ce sujet-là, parce qu'en fait, il y a aussi des besoins en emploi. Il y a un certain nombre de personnes à la rue aujourd'hui qui n'attendent qu'en fait que d'être régularisées, d'avoir des papiers, parce qu'elles ont des compétences, elles pourraient travailler. Je citais des exemples très concrets de personnes aujourd'hui qui ont des permis poids lourds, qui pourraient devenir conducteurs de bus au Citral parce qu'on manque de chauffeurs, mais qu'on ne peut pas parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas de papier. Là, il y a quelque chose à dénouer, et je pense que des élus locaux de gauche, du coup, pourraient faire bouger des lignes. Et peut-être que notre marqueur, un peu différent avec les écolos, c'est que nous sommes, je pense, nous avons la volonté de peut-être aller au-delà de la loi, d'essayer de parfois aller sur des obéissances institutionnelles pour essayer de faire bouger des lignes, y compris sur du juridique, pour aller faire des rappels à la Constitution sur les droits fondamentaux, les droits humains. C'est peut-être un des marqueurs. Est-ce que ça veut dire que votre fibre sociale, la jambe sociale, elle est un peu plus forte que la jambe écologiste, du coup? Je ne sais pas s'il faut le résumer comme ça, mais en tout cas, quand on est aussi à l'écoute des souffrances et des colères des gens sur le terrain, on peut l'exprimer comme ça si vous le souhaitez. Peut-être après on peut. Je vais relancer sur un autre sujet. Oui, parce que vous l'avez évoqué aussi quand même à demi-mot en parlant du Citral, parce qu'il y a un enjeu aussi, par exemple, sur les mobilités. Il est clair que quand vous parlez des réussites et de la solidarité qui est la vôtre dans la majorité de Bruno Bernard,
il y a beaucoup d'enjeux sur les mobilités, sur la fin du métro, sur le tramway de l'Est lyonnais, sur les voies lyonnaises, etc. Enfin, est-ce que vous avez l'impression que sur ces mobilités, vous auriez fait exactement la même chose, ou du moins aussi vite, et pour amener à autant de clivage quelque part? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué avec ça. Je comprends. Alors, déjà, j'aimerais quand même dire le côté positif des choses, c'est que ce qui est fait sur les mobilités et sur les transports en commun dans ce mandat est quand même une chose incroyable par rapport aux moyens déployés. L'ordre de grandeur, c'est sous le mandat précédent, c'était 1 milliard d'euros pour les transports en commun. Là, sur ce mandat en investissement, c'est 2,5. On fait x2,5 sur l'investissement des transports en commun. Donc, on peut pas abonder dans l'argument comme quoi on aurait renoncé sur le métro. En fait, on a transformé ces moyens financiers pour en faire plus, y compris sur la réhabilitation du métro actuel qui était vieillissant puisqu'il a dépassé les 40 ans. Donc, ça, c'est une chose. Là où aujourd'hui, nous, on pense qu'il y a une alerte, c'est que l'adhésion, notamment à la ZFE, n'est pas du tout là dans la population, et voire même aujourd'hui une fronde des habitants parce qu'ils sont dans une situation sociale trop compliquée, qu'il faut entendre cette... Qui arrive au 1er janvier 25. Là, on a une marche supplémentaire dans le dur, là. Des vignettes critères 3 qui sont interdits à circuler. Nous, aujourd'hui, sur la zone AFM l'émission, nous n'avons jamais soutenu la délibération quand on l'a voté il y a 2 ans, parce qu'on avait déjà le sentiment qu'on pourrait pas être prêt. Aujourd'hui, on confirme qu'à la veille de la mise en œuvre, ça n'est pas possible, on n'est pas prêt. La population n'est pas prête, n'est pas embarquée dans le projet en fait de transition. Il n'a pas forcément les moyens de changer de véhicule, même si c'est une loi nationale. Enfin, c'est quelque chose qui s'impose aux métropoles. Oui, mais par exemple, Strasbourg a décalé la mise en circulation des critères 3, elle a repoussé un peu plus tard. Nous, on est sur la position aujourd'hui, qui est une position tant nationale que locale de la France insoumise, d'un moratoire sur la mise en place de cette interdiction de circuler aux critères 3. Ça nous paraît extrêmement important parce que la transition n'est pas encore prête et la qualité de l'air a déjà reculé du fait de la baisse de la circulation. Continuons à être en positif sur le déploiement de réseaux cyclables, l'amélioration de l'offre de transport en commun, les propositions alternatives avec l'autopartage, dont nous avons pas mal contribué sur le schéma directeur d'autopartage, que les gens, au lieu d'être propriétaires de 2 voitures, par exemple, ils sont propriétaires d'un seul véhicule et d'en louer un quand ils ont besoin d'un deuxième. Continuons à pousser ces curseurs-là en moyens de transition, mais ça nous paraît trop tôt pour mettre les sanctions. Par rapport au transport, il y a un autre sujet, parce qu'il y a aussi une polémique en ce moment sur les TCL, notamment avec le fameux changement de logo qui aurait coûté presque 3 millions et l'augmentation des tarifs qui ont suivi, parce qu'on ne comprend plus grand-chose sur les tarifs. Est-ce que vous comprenez qu'on ne comprenne pas forcément? Et vous, je sais que vous avez peut-être des suggestions, des propositions à faire, notamment par rapport à la gratuité des transports pour certains types de populations. Absolument. Alors là-dessus, je serais assez à l'aise, puisque depuis 3 ans, à chaque 1er janvier, nous nous exprimons dans les médias pour dire qu'il faut geler les tarifs des TCL. Voilà, ça fait partie des pas de côté, des différences que on a pu avoir avec Bruno Bernard. Malgré tout, il y a eu la tarification sociale pour les gens au RSA, les gens sans emploi. Maintenant, nous, on s'appuie là aussi sur la légitimité démocratique la plus récente, à savoir le programme du Nouveau Front Populaire. Et j'y reviens. Le programme du Nouveau Front Populaire, dans nos mesures, nous avons favorisé et amélioré la gratuité des transports en commun pour les jeunes et les précaires. Donc, dans le mot jeune, il y a ce qu'on fait en ce moment avec la gratuité pour les moins de 10 ans. Nous, dans le mot jeune, on dit qu'on peut aller jusqu'à la gratuité des moins de 25. Alors, ça coûte, Je pense que ça coûte 40 millions. Est-ce que ce serait pas cohérent d'ailleurs avec je suppose que dans les mesures qui ont été prises, dont vous êtes plutôt fiers, il y avait ce revenu jeune aussi à la métropole qui était quand même une initiative unique en France. Exactement. Moi, je trouve que compte tenu de la précarité aujourd'hui de la jeunesse, les données de l'INSEE sont très claires. Les plus précaires aujourd'hui en France sont les jeunes, les moins de 30 ans. Étant donné déjà la difficulté à se loger sur notre territoire, eh bien faire la gratuité pour les moins de 25 ans, ça me paraît être un objectif qu'on peut atteindre et on souhaite le mettre dans le panier du prochain mandat. Très bien. Écoutez, ça fait partie des choses qu'on suivra avec attention. Il y a plein d'autres questions et d'autres sujets
sur lequel on va pouvoir discuter ensemble, notamment sur des enjeux, y compris de sécurité, puisqu'il y a eu des évolutions récentes à Villeurbanne. Mais on parlera de tout ça dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, toujours avec vous, Laurent Legendre. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Insoumis, Résilient et Solidaire à la métropole de Lyon. Vous êtes un récent conseiller municipal à Villeurbanne. On parlait de ce qui fait à la fois votre soutien à la majorité, peut-être vos différences ou les pas de côté, comme vous les évoquiez. Il y a un autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre et puis qui fait le lien, y compris avec Villeurbanne. Il y a quelques jours, le maire de Villeurbanne a annoncé qu'il allait doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance. On sait que à Villeurbanne, sans stigmatiser le quartier, mais le Tonkin pose quand même un certain nombre de difficultés. J'avais reçu d'ailleurs un ancien adjoint à la sécurité, Didier Villerme, il y a quelque temps, qui nous parlait de ça, de la place que prend aussi le trafic de drogue dans les quartiers. Et ce n'est pas être angélique que de ne pas le dire. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ces sujets ? C'est pas directement dans votre compétence, mais quand même. Est-ce que vous pensez qu'il faut plus de vidéosurveillance, plus de sécurité, ce genre de choses ? Alors, plus de sécurité et de tranquillité publique, assurément. Plus de vidéosurveillance, assurément pas. Notre groupe politique à la ville de Villeurbanne a voté contre dans le débat au sein du conseil municipal sur ce déploiement de nouvelles caméras pour une raison assez simple, c'est que en fait, il n'y a pas de preuve aujourd'hui de l'efficacité des caméras. Je crois qu'il y a à peu près 1 à 2% des crimes et délits qui sont réellement résolus par vidéosurveillance. Et à l'inverse, en miroir, il y a 95% des enquêtes en fait qui se font sans ce dispositif. Et le problème de cette technologie, en fait, c'est qu'on ne sait jamais quand s'arrêter et qu'on n'évalue jamais la réalité de l'efficacité. La caricature, c'est Nice. Ils ont plus de 4000 caméras. Il n'y a pas moins de criminalité à Nice. Par contre, ils ont un certain budget, à la fois d'investissement, d'une part, mais aussi de fonctionnement. Parce qu'ensuite, il faut les entretenir, toutes ces caméras, et la réalité, parce que les finances publiques, on en parlait tout à l'heure, sont mises à mal. La réalité, c'est qu'en fait, elles sont pas entretenues, ces caméras. C'est pas un problème philosophique, c'est un problème d'efficience du service public, du coup. Exactement, parce que... Alors, il y a un moment, on disait, voilà, c'est dangereux, on sait pas ce qu'on fait des images, on est surveillé, la liberté, c'est plus ce sujet. Alors, il y a plusieurs aspects, mais je suis d'abord allé sur l'aspect, effectivement, de la bonne dépense publique, et que, pour nous, mettre ces moyens financiers dans des moyens humains serait plus pertinent plutôt que de les déployer dans des moyens technologiques, puisque ça ne fera que déplacer finalement les points de deal, déplacer les délits. Donc vraiment là-dessus, il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont fait des études dans ce sens-là. Après, on peut effectivement rajouter le deuxième volet en disant attention, ces technologies aujourd'hui associées à de la reconnaissance faciale, à des algorithmes, à de l'intelligence artificielle, fait qu'on ne sait pas où va s'arrêter finalement nos libertés. Est-ce que demain on va arrêter des éco-terroristes qu'on suivra par vidéosurveillance, alors qu'en fait ce sont des militants écologistes qui essayent de défendre le vivant, comme les soulèvements de la terre, parce que on peut tout mélanger en fait dans ces choses-là. Donc encore une fois, nous on est, pour revenir au sujet de la sécurité dans nos rues, dans nos quartiers, évidemment que nous souhaitons que les trafics cessent, que les délinquants soient arrêtés, que les trafiquants soient mis en prison, mais on peut le faire par des mesures nationales. Je rappelle une des propositions du mouvement de la légalisation du cannabis, parce que ça fait partie des mesures qui se déploient dans d'autres pays, qui permettent de réencadrer les trafics. Donc voilà une des mesures, mais d'ailleurs Villeurbanne avait été pionnière, y compris par la précédente municipalité sur ces réflexions, de pousser ce sujet-là. Vous n'avez pas l'impression d'être du coup un peu minoritaire entre guillemets, et ça m'amène à votre place dans ce nouveau Front populaire, c'était l'union de la gauche en fait, c'est que moi je vois peu de maires qui sont pas d'une part en train de faire de la vidéosurveillance, d'autre part d'armer leur police municipale, oui, parce que soit ils ont la pression, soit ils estiment que c'est ce qu'il faut faire. Derrière, il y a la question de votre place et de votre posture. Est-ce que c'est pas toujours un peu une forme de radicalisation, de contestation, d'être un peu en marge, qui finit soit par agacer, par exaspérer, ou est-ce que c'est pas dur d'être un peu toujours comme ça à la marge du truc, quoi? Ouais. Alors,
si dans votre mot radicalisation, vous y mettez le mot radicalité. Oui, il faut faire attention à ça. D'être assez radical dans les propos et dans le positionnement politique, quoi. Mais si on est radical parce qu'on va à la racine des choses, à la racine des problèmes, alors je prends le compliment bien volontiers. Non, moi peut-être, alors je sais pas si je vais le dire comme ça et maintenant. En fait, aujourd'hui, la France insoumise, c'est la locomotive du nouveau Front populaire. Dans le temps long, si on parle de temps long, si on revient à 2005 et du référendum contre le non au traité européen, qui fait qu'ensuite Jean-Luc Mélenchon quitte le Parti socialiste pour fonder le parti de gauche, puis ensuite plus tard, après la campagne déjà réussie de 2012, fonde la France insoumise. Si on n'a pas toute cette séquence-là depuis 15 ans, en fait, il n'y a pas de nouveau Front populaire en 2024 et il y a peut-être plus de gauche en France. Il n'y a pas la NUPES non plus, ça. Il n'y a pas la NUPES avant. Donc c'est bien parce que à un moment, il y a une dynamique que j'ai rejoint et que de nombreuses personnes ont rejoint, d'avoir une radicalité sur le programme avec le changement de constitution, sur le programme économique avec une révolution fiscale et qui est en fait juste une modification démocratique de la manière dont on répartit les richesses. Et puis la question de la transition écologique. Si on ne fait pas ce travail-là entre 2012 et 2022, peut-être qu'il n'y a plus de gauche en France, comme à l'italienne. Et donc aujourd'hui, la France insoumise, voilà, merci d'avoir été là. Merci pour ce qui a été fait. Mais comment est-ce que vous expliquez, du coup, j'allais dire, l'absence de reconnaissance? Si j'essaye de vous suivre, c'est une locomotive. Derrière, il doit y avoir peut-être un certain nombre de wagons. On a l'impression qu'il y a beaucoup de wagons qui se décrochent. C'est-à-dire que si j'entends ce que dit Place Publique, si j'entends ce qu'on dit sur justement les sociodémocrates qui disent qu'il faudrait se séparer d'eux, que ce soit sur la métropole comme au niveau national, si j'entends le Jean-Paul Brett qui dit qu'il s'est sans doute trompé parce qu'il faut plus de social-démocratie, si j'entends André Gérin, l'ancien maire de Vénissieux, qui me dit dans les quartiers, LFI alimente le communautarisme, etc. Je me dis, mais le nouveau Front populaire, il peut plus fonctionner si tout ça est vrai. Alors, il faut rappeler que Jean-Paul Brett n'a jamais été à l'intérieur du nouveau Front populaire. Il l'a combattu. Il s'est opposé à nous. Donc, que les gens qui soient extérieurs au nouveau Front populaire le critiquent, en fait, c'est normal. Voilà. Non, moi, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que faut simplement regarder les résultats électoraux. Aux européennes, on a un peu oublié ce résultat parce que 2 heures après, il y avait la dissolution de l'Assemblée. Mais aux élections européennes, quel est le mouvement politique de gauche qui arrive en tête sur la métropole? C'est la France insoumise avec 17%. On est en tête dans 9 communes, dans 3 arrondissements de Lyon. En fait, les électeurs choisissent en fait cette radicalité qui vous semble un peu négative et qui, du coup, au contraire, reçoit leur assentiment. Donc aujourd'hui, c'est sur cette dynamique-là qu'on souhaite continuer de se déployer. On invite les habitants, les citoyens à venir consolider le programme, consolider les mesures et venir nous aider à faire ce projet de transformation, qui est un projet de transformation pour garantir la cohésion sociale. Et comment est-ce que vous réagissez du coup quand on vous accuse, je veux dire vous, pas nommément, mais ou Jean-Luc Mélenchon ou LFI, effectivement, d'agiter les communautés dans les quartiers en se servant du conflit israélo-palestinien, ou d'être parfois avec des propos antisémites, etc. Est-ce que c'est un combat que vous entendez, c'est vous essayez d'argumenter ou vous dites non, c'est n'importe quoi pour jeter l'opprobre sur le mouvement? Oui, je crois qu'il y a quand même un peu ça. Il y a un peu le côté où on est probablement au bon endroit de la lutte contre le capital, qui fait que on nous tape dessus assez fort. Et du coup, j'invite parfois effectivement aux auditeurs, les citoyens en général, parfois à prendre un peu de recul sur des fois ces violences médiatiques qui sont à l'encontre de notre parti, mais qui on peut l'être aussi à des moments auprès de nos camarades écologistes, qui sont en fait des charges médiatiques coordonnées, parce qu'on s'attaque à des intérêts. Voilà, moi je le lis comme ça. Ensuite, pour dire 2 mots quand même sur la question du conflit israélo-palestinien, vous pouvez pas dire qu'on l'utilise ou qu'on viendrait surfer dessus. En fait, aujourd'hui, il y a une situation internationale où il y a un génocide massif au niveau qui est médiatiquement connu de tous. Et en fait, évidemment qu'on en fait un sujet politique parce qu'une des forces du mouvement, qui moi fait que je suis fier d'appartenir à ce mouvement-là, c'est qu'on a aussi une vision géopolitique de l'actualité internationale, de comment est-ce que la géopolitique va impacter la politique tant nationale que locale. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours
l'avenir de la gauche? Parce que là, on va peut-être avoir un gouvernement qui saute, peut-être des nouvelles législatives, peut-être un jour un nouveau président. Est-ce que pour vous, malgré ce qu'il incarne, avec son côté parfois un peu clivant, c'est toujours l'avenir de la gauche? Aujourd'hui, moi, je vais redire ce que j'avais dit à certains de vos collègues, c'est que ceux qui pensent qu'on peut faire sans Jean-Luc Mélenchon se trompent. Quelle que soit sa position dans un futur dispositif Nouveau Front Populaire ou Insoumis, il aura une place déterminante. Et voilà, je pense que ça suffit comme réponse. Et par rapport du coup à l'échelon local, si juste un mot sur 2026, parce que j'ai bien compris que vous étiez à la fois une locomotive, que vos résultats électoraux sont importants, que vous êtes à la fois dans la majorité, mais que quelque part vous jouez votre... Est-ce que pour les prochaines élections métropolitaines, municipales, comme on l'entend un peu partout, vous allez sans doute revendiquer peut-être plus de place, plus de reconnaissance, plus de têtes de liste, et peut-être prendre une place autre? Alors ça, c'est les électeurs au final qui le décideront, mais aujourd'hui, notre mouvement en décembre tient son assemblée nationale représentative, et nous votons et nous allons discuter un texte stratégique dans lequel, évidemment, la question des municipales sont évoquées. Alors, on va quand même pas se précipiter parce que moi, je ne sais pas vous dire quelle va être la prochaine élection en France. Est-ce que c'est une élection législative? Est-ce que c'est même une élection présidentielle ou une élection municipale? On prépare tous les scénarios. Mais du coup, sur la question des municipales, nous élaborons en fait un texte programmatique, des mesures. Je vais les citer en citant quelques-unes. Par exemple, nous, c'est pas de délégation de services publics, pas de partenariat public-privé dans nos collectivités. Voilà, ça c'est une des conditions clés pour pouvoir continuer à faire avec nos partenaires aujourd'hui. Ça va être, on l'a parlé tout à l'heure, la gratuité pour les moins de 25 ans pour les transports en commun. Voilà des mesures. D'un point de vue politique, cette fameuse 6e République que vous appelez de vos voeux, elle est toujours d'actualité pour changer, pour remettre de la proportionnelle, pour le vote blanc, pour tout ce genre de choses. Vous pensez qu'il faut changer ça aussi pour que ça aille mieux? Oui, alors tout ce qu'on peut faire au niveau local, on le fait. Et c'est évidemment en articulation avec le niveau national. La question de la 6e République passe surtout par un projet de constituante, c'est-à-dire d'avoir 18 mois, 2 ans de débat au niveau national, par une nouvelle assemblée de personnes qui n'auraient jamais été élues dans aucun espace auparavant, pour élaborer une nouvelle constitution avec des règles de pouvoir différentes entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Effectivement, il y a des mesures, par exemple, comme le double mesure de vote obligatoire et reconnaissance du vote blanc. Ça, pour moi, ce sont des dispositifs clés qui pourraient refaire venir des gens aux urnes, de fait parce qu'on le rendrait obligatoire, donc il y aurait une motivation financière comme il y a en Belgique où vous avez des amendes si vous n'allez pas voter, mais aussi parce que vous autorisez, vous donnez une légitimité à ceux qui veulent voter blanc, vous lui donnez un poids, et ça, je pense que ça peut renouer et de faire du lien entre les citoyens et les institutions. Alors on aurait plein de sujets à évoquer ensemble, puisque le temps passe toujours trop vite dans cette émission. Peut-être pour prendre un peu de hauteur, et parce que c'est comme ça souvent qu'on termine, le dimanche, c'est un jour normalement où on se repose. Je sais que quand on est un politique, c'est pas simple. Est-ce que vous avez une activité en particulier, un hobby? Alors vous avez conservé une partie de votre activité professionnelle, mais je crois que vous passez aussi du temps à être quelque chose qui est un peu original. Donc j'en parle, vous êtes comédien de théâtre, c'est ça, et vous faites de la mise en scène et vous jouez régulièrement sur scène, et je crois même ce week-end. Exactement. Alors effectivement, j'ai toujours pratiqué le théâtre depuis mon adolescence, sous différentes formes, soit du théâtre d'impro, beaucoup, à une période, et puis là, de nouveau, depuis 5-6 ans, revenir un peu au théâtre classique. Effectivement, cette année, j'ai refait une mise en scène qu'on a jouée au mois de juillet dans un festival cet été. Et donc là, on reprend la pièce sur Lyon, donc au théâtre L'Assemblée dans le 3e. Voilà, aujourd'hui, samedi à 14h. Et cette pièce est une pièce qui se déroule en 1938 sous la dictature Salazar. C'est un journaliste qui a un peu des œillères, qui se rend compte progressivement qu'il est censuré et qu'il vit dans le fascisme. Un théâtre engagé, donc toujours. Le temps de lire, quand même. Un livre de chevet en ce moment. Assez rarement, mais je viens de terminer Le Choix de Sophie, le roman de William Styron, qui est un roman assez phare que je connaissais pas, sur la Shoah, avec des questions philosophiques majeures. Exactement.
Et puis, on se quitte en musique parce que c'est aussi la tradition. Là encore, vous avez, j'ai l'impression, choisi un titre qui n'est pas innocent, ne serait-ce que par son titre. C'est quoi, REM ? Oui, alors je ne vais pas vous faire l'affront de le dire en anglais, mais c'est la fin du monde tel qu'on le connaît, et je me sens bien. Et ben voilà. Et ben en tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer parce qu'on ne se connaissait pas. Merci à vous d'avoir été à notre micro. La semaine prochaine, je recevrai Chloé Vidal, qui est aussi dans l'actualité, notamment parce qu'elle s'occupe de tout ce qui est démocratie participative avec la fameuse place Bellecour. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première. Leclerc, bonjour. Bonjour, ici Estelle, votre primeur Leclerc. Bonjour Estelle, vous pourriez expliquer à nos auditeurs comment choisir de bonnes pommes ? Alors, je vous conseille les Pink Lady Origine France. Elles sont ni trop sucrées, ni trop acidulées, vraiment délicieuses. Et à 1,99€ le kilo du 3 au 7 décembre. Et elles sont tellement belles, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors je vais plutôt ouvrir l'œil. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170-220 grammes. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif. Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique le samedi sur Lyon Première. Bonjour à vous Emmanuel Hamelin. Bonjour. Alors vous êtes une figure de la vie politique lyonnaise, vous êtes aujourd'hui délégué départemental d'Horizon, je précise et vous le précisez j'imagine aussi le parti d'Édouard Philippe. Tout à fait. Parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver aujourd'hui dans les recompositions du paysage politique. Vous avez une actualité forte puisque vous avez fait un communiqué de presse récemment qui marquait le rassemblement de ce qu'on appelle le bloc central. On va en parler aussi, le définir. Et puis, évidemment, parler peut-être de votre regard sur ce qui se passe à Lyon, puisque vous avez été à la fois député, conseiller municipal, conseiller métropolitain, conseiller régional. Bref, vous connaissez bien l'ensemble des institutions et du territoire. Et puis,